une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing. That was all started by a mouse. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Bonsoir à tous. Non, ce soir, on va pas jouer aux Gardiens de la Galaxie. Ce soir, on va parler de Blanche-Neige, le live action. Et je ne serai pas tout seul parce que je suis accompagné de Chris et de Karl. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Très bien, ça va. Et toi? Ouais, j'ai mal, mais ça va. C'est la question piège du soir. Je suis gavé de médicaments, donc c'est bon. Ouais, du coup, on va parler donc du live action. Donc là, moi, je remplace Romain exceptionnellement. Hein, vous me verrez le mercredi soir que exceptionnellement quand il pourra pas être là ou quand je serai intervenant. Mon petit doigt qui dit que j'y serai dans pas longtemps. Mais ça, on vous le teasera la prochaine fois. Donc, bonsoir, c'est pas faux. 35, joli casting ce soir. Je te remercie. Et donc oui, on va parler donc du live action de Blanche-Neige qui est sorti, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière, le mercredi. Oui, non, ça fait déjà 2 semaines? Non, c'était la semaine dernière. Non, ça fait une semaine. La semaine dernière, ouais. Et du coup, on va parler un peu de la genèse du film, et je vais laisser, je pense, Karl, parce qu'en plus, c'est notre gros spécialiste du soir sur Blanche-Neige, parce qu'il nous a sorti également un livre sur l'histoire de notre première princesse Disney. Donc, je te laisse la main pour en parler. Ouais, alors on va faire un petit cours d'histoire. On va sortir ses cahiers, puis on va remonter un petit peu dans le passé. Donc là, on va remonter en 1917. Ça va remonter très très loin dans le temps. Là, il faut imaginer qu'on est en pleine Première Guerre mondiale, que le monde est en train de basculer. Et au moment où le monde bascule, il y a un adolescent de 15 ans qui lui aussi voit sa vie basculer pour toujours. Et cet adolescent de 15 ans, il s'appelle Walt Disney. Et on est en janvier 1917. Il est à Kansas City et il a été invité par l'entreprise pour laquelle il travaille en tant que livreur de journaux à une séance de cinéma sur 4 écrans qui sont répartis comme ça tout autour d'une salle. Et la projection du soir, c'est un film qui s'appelle Blanche-Neige. Et Walt Disney gardera un souvenir assez incroyable de cette séance parce qu'il racontera déjà qu'il voyait le film sur 2 écrans sur les 4. Donc déjà, ça l'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et puis surtout, il a cette comédienne qui s'appelle Margaret Clark, qu'il rencontrera bien plus tard lorsqu'il sera un cinéaste reconnu à Hollywood. Et il se souviendra très longtemps de ce film qui dure à peu près 1 heure. Alors, c'est en noir et blanc, c'est un film muet, mais malgré tout, hein, c'est assez charmant. Les gens que ça intéresse pourront trouver ça sur Internet, c'est dans le domaine public. Donc, je me demande même si c'était pas un bonus d'un DVD ou d'un Blu-ray de Blanche-Neige et les 7 nains il y a quelques années. Et donc voilà, le souvenir va rester dans un coin de sa tête pendant quelques décennies. Et puis on va faire un petit bond dans le temps, on va arriver au milieu des années 30. Et au milieu des années 30, le petit adolescent de 15 ans, il est devenu un cinéaste reconnu à Hollywood, qui a révolutionné l'histoire du cinéma avec une petite souris qui sifflote à la barre d'un navire, avec des arbres et des fleurs qui dansent dans un environnement en couleur, avec du son également qui apparaît dans les films. Et donc, en 1934, Disney se dit que la concurrence étant assez ardue à Hollywood, il faut se démarquer de la concurrence. Donc, il pense à ce moment-là à faire un long métrage d'animation sonore et en couleur, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, il réfléchit un petit peu au sujet qui pourrait l'intéresser. Alors, au départ, son cœur penche pour Alice au Pays des Merveilles. Mais malheureusement, il y a Paramount qui a déjà récupéré les droits sur l'œuvre et qui a déjà lancé un long métrage. Donc, là, la concurrence est trop forte. Et puis après, il potasse un petit peu et il se souvient de ce film de 1917. Et donc, il décide de choisir Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc, on est en octobre 1934. Les gens l'avaient déjà pris un peu pour un fou par le passé lorsqu'il avait parlé de la couleur, lorsqu'il avait parlé du son. Et donc, il décide de, à nouveau, miser sa chemise
pour produire ce film-là. Il convoque ces artistes dans l'amphithéâtre de ses studios et il leur raconte, voilà, pendant quelques heures, l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Il joue les rôles, donc il faut imaginer que Walt, c'est un comédien qui était quand même sacrément doué pour captiver les foules. Et les artistes qui sont rentrés dans l'auditorium au départ se sont demandé ce qu'ils faisaient là, et puis à la fin, tout le monde était convaincu que l'avenir allait être incroyable. Et donc la production de Blanche-Neige et les 7 nains va commencer. Alors elle va durer à peu près 3 ans. Là, il faut imaginer que, vu de notre époque, ça paraît logique et facile de faire un dessin animé entre 1934 et 1937. Mais Disney est la risée de tout Hollywood qui se demande ce qu'il a été faire dans cette galère. Les caisses des studios commencent à fondre comme neige au soleil. Malgré tout, les artistes se démènent. Alors, tous ne sont pas forcément très doués pour concrétiser le rêve de Walt Disney. Donc, là, il faut imaginer que Walt se dit que ces artistes n'étant pas forcément tous capables, il va falloir trouver des plans B. Donc, le script est plusieurs fois réécrit. Les artistes retournent sur les bancs de l'école. Et donc, Disney va mobiliser l'une des meilleures écoles de l'époque aux États-Unis, qui est toujours une des meilleures écoles à notre époque aux États-Unis, qui à l'époque s'appelle l'Institut Chouinard et qui aujourd'hui s'appelle l'Institut Colart. Et donc, les artistes vont retourner là-bas pour essayer d'apprendre comment on anime un personnage humain, une belle princesse qui bouge avec une anatomie qui est respectée, qui se dandine pas comme une poupée de chiffon qu'on a pu découvrir notamment dans La déesse du printemps avec Perséphone qui danse et dont les articulations semblent particulièrement caoutchouteuses. Donc ça te convient pas. Et donc voilà, les artistes de retour à l'école vont essayer de faire le nécessaire. Alors, c'est beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de temps dépensé, énormément d'efforts créatifs. Et donc, cette folie Disney, voilà, va occuper les studios pendant 3 années entières, avec un timing très, très serré, puisqu'à la fin, la sortie du film est annoncée pour décembre 1937, mais à l'automne encore, le film n'est pas achevé. Il va falloir se dépêcher un petit peu d'arriver jusqu'au bout. Et donc, voilà, on va arriver au Carter Circle Theater en décembre 1937 et le produit fini va être livré devant le tout Hollywood qui sort les mouchoirs pour s'essuyer les yeux au moment où la pauvre princesse mord la pomme et tombe dans un sommeil qui ressemble à la mort. Et puis après, on a une salle qui explose de joie au moment où le beau prince charmant amène le baiser salvateur et donc le happy end qui va avec. Donc là, on a remonté un petit peu de temps. Alors après, avec Manon, qui est aussi une experte en animation, on peut revenir un peu sur la conception du film plus dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait d'abord revenir sur les personnages. La Disney se dit que des adaptations de Blanche-Neige, on en a déjà vu. Il faut absolument se démarquer. Donc, l'idée, c'est de concevoir des personnages qui aient chacun des personnalités, des caractères bien tranchés. Qu'on n'ait pas une rangée de 7 nains identiques, des clones qui marchent les uns derrière les autres, qui parlent avec la même voix, qui ont les mêmes costumes, les mêmes habitudes, les mêmes répliques. Donc là, on arrive à démarquer ces personnages-là. Et puis, il y a le même genre de procédé qui va être opéré pour définir le caractère de la grande méchante, et la reine Grimhild, et puis les animaux de la forêt aussi, voilà, qui sont imprégnés de tout un tas de sentiments. Alors, il y aura quand même 2 déceptions pour les personnages. Blanche-Neige elle-même, les artistes ont beaucoup, beaucoup de mal à la dessiner. Et donc là, les spectateurs qui reverront le film de 1937 se rendront compte qu'en réalité, on la voit très, très peu dans le film. Et que souvent, dans les scènes où elle a vraiment un rôle très important, on l'entend, mais on voit plutôt à l'écran les autres personnages qui l'écoutent. Donc quand elle chante, par exemple, Siffler en travaillant, on voit les animaux qui font le ménage plus qu'elle. Lorsqu'elle chante Un jour mon prince viendra, on voit les nains qui l'écoutent en s'essuyant un peu les yeux, mais elle, on la voit pas forcément beaucoup. Et puis le deuxième personnage qui sera une déception aussi pour Disney, c'est le prince. Alors c'est toujours le problème d'animer des humains, c'est que là, ça a manqué un petit peu de charisme, on va dire. Et donc là, on a un personnage assez oubliable et qui va pas laisser un souvenir impérissable. Les auditeurs qui s'intéressent peuvent aller sur le site. Thibaut a rédigé le portrait du beau prince Florian. Il a été publié il y a quelques jours. Et donc, il revient un peu sur la conception de ce personnage-là.
Alors je monopolise la parole, alors que j'avais dit qu'il fallait pas le faire. Non, non, mais c'était très Oui, bien, on tes écoute impressions religieusement, balancées. Donc je vais laisser quelqu'un rebondir et après je reviendrai. Eh ben, Chris, si tu veux, tu peux parler un peu de l'animation du film, vu que il t'a tendu un peu la perche. Bah, l'animation du film, comme tu disais, elle a quand même beaucoup évolué par rapport aux êtres humains qu'ils avaient fait dans les courts-métrages, hein. C'est vrai que quand on voit Perséphone, dans La déesse du printemps, c'est assez risible, mais je trouve que c'est d'autant plus, admirable de voir vraiment les progrès qu'ils ont fait en très, très peu de temps. Parce que trouver un personnage avec un design humain, pas exagéré contrairement à ce dont ils avaient l'habitude jusque-là, maîtriser cette anatomie en mouvement, c'est vraiment pas évident. Trouver, la justesse entre parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des films de référence qui ont été tournés et c'est devenu une pratique, courante, hein, de faire jouer des scènes à des acteurs et des actrices pour que les animateurs puissent s'en inspirer pour leur animation. Le piège souvent, c'est de faire de la rotoscopie. La rotoscopie, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement décalquer sur ces films-là pour, faire son animation, ce qui donne quelque chose d'un petit peu étrange, en fait, dès qu'on passe en animation, puisque l'animation, ça reste quand même un art de l'exagération, où on est là pour s'inspirer du réel, mais aussi casser un petit peu les codes du réel. Et ça, on est encore qu'en 1937, l'animation, ça reste quand même un média qui est quand même très, très jeune et se mettre, ce défi d'animer des humains réalistes sans tomber dans cette petite, vallée de l'étrange qu'apporterait la rotoscopie, c'est quand même un sacré défi et effectivement, je trouve qu'en très peu de temps, ils ont réussi à trouver le bon équilibre malgré tout. Alors certes, c'est pas parfait, hein, quand on revoit le dessin animé aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils ont un petit peu peiné, que c'est pas toujours égal d'un plan à l'autre, d'une séquence à l'autre, sans doute d'un animateur à l'autre aussi, que chaque animateur a son style. Mais on peut quand même saluer vraiment les efforts et surtout le résultat qu'il y a eu, heu, parce que voilà, il y a eu très peu de temps, pour ces progrès-là et je trouve que c'est assez admirable quand même. Il y a vraiment eu c'est quand même passé auprès du public. Je pense que que peut-être, Walt lui-même ou les animateurs forcément étaient un peu plus critiques sur leur travail, avaient peut-être une vision de quelque chose d'encore plus poussé et tout, mais je pense que de la part du public, c'est la première fois qu'on voyait des personnages humains aussi réussis. Donc c'est quand même une prouesse à saluer puisque ça ne casse pas le film, en fait. Tout 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 fonctionne bien ensemble malgré tout. On se laisse convaincre, en fait, mais les artistes Ouais. eux-mêmes. Une anecdote que je raconte dans le livre, qui est assez, je trouve intéressante, une réunion de travail entre Walt Disney et ses directeurs de séquence avec ses animateurs. C'est, cette séquence où Blanche-Neige prend la fuite, le chasseur lui a dit que la reine lui voulait l'assassiner, donc elle part dans la forêt est terrifiante et il y a ce passage où Blanche-Neige tombe dans un trou, un gouffre Mmh. et pendant cette réunion, l'un des artistes pose la question: «Mais est-ce que, on prend pas un risque? Est-ce qu'on va pas la tuer?» Et c'est assez intéressant de voir que même eux se sont pris au jeu de ce personnage réel, parce que je pense que personne ne s'est jamais posé la question de savoir si on allait tuer Donald en lui jetant un piano sur la tête. Et là, ils se sont posé la question, voilà, elle est devenue réelle, on va lui faire du mal à cette pauvre fille et il va peut-être falloir atténuer un petit peu. Alors, elle se raccroche du coup à des lianes, donc elle ne tombe pas aussi lourdement que ce qui était prévu et donc bah, elle Et s'est puis elle pas fait atterrit mal. dans l'eau aussi. Elle atterrit dans l'eau absolument et donc voilà, elle s'est pas fait mal, voilà. Donc le personnage réaliste, eh ben, il est aussi dans le cœur des artistes en réalité. Alors après, il faut imaginer aussi que les artistes pensent à Blanche-Neige en pensant à Marjorie Belcher, qui est le modèle qui a servi, c'est ce que disait Manon tout de suite, pour inspirer les artistes, qui deviendra Marge Champion, une danseuse à Hollywood qui a fait carrière, une très belle carrière. Donc eux-mêmes se sont beaucoup attachés au personnage, le public s'est attaché au personnage. Donc je pense qu'elle appartient pas forcément à la même catégorie de personnages que Mickey ou que Donald. Les gens ont vraiment fait une distinction entre c'est ce que tu disais Manon, on a franchi une étape incroyable et on l'a franchie, tu l'as très bien dit, en très, très peu de mois. Et donc là, il y a une prouesse qui est incroyable et tu parlais de la rotoscopie. Il y a beaucoup de studios, encore à notre époque, qui ne font que ça. Ils sont incapables de dessiner autrement qu'avec de la rotoscopie et on va passer pour des vieux machins, mais Blanche-Neige, elle a pratiquement un siècle.
Ouais. Et je trouve ça saisissant de me dire que je regarde un film qui a un siècle et qui vaut parfois mieux que des films modernes avec une technologie que les gens de l'époque n'avaient pas. Et ça, c'est assez incroyable, en réalité. Et il y a tout un tas d'effets spéciaux, tout un tas de choses qui sont animées, on s'en rend pas compte, mais dans Blanche-Neige, il pleut, il y a du vent, il y a la nature, il y a des rayons de soleil, il y a la perspective avec la multiplan. Il y a des choses qui, aujourd'hui, seraient faites numériquement. Alors à l'époque, les gars, hein, il n'y avait pas d'ordinateur, capable de plonger dans la forêt avec un effort de perspective, qui est assez remarquable. Et même l'usage de la couleur, les décors, enfin c'est Moi, je je me rappelle permets avoir, juste de vous couper 2 vas-y. petites secondes, parce qu'on a une question intéressante dans le chat, parce que tout à l'heure, on parlait du prince Florian qui était pas très, très bien fait selon les animateurs. Il y a Laurent qui pose la question: «Pourquoi le chasseur affiche du charisme alors que le prince a celui d'une huître? Ce sont pourtant tous les 2 des personnages hommes». Avec le Alors pour parler de Laurent, hein, bien évidemment. à mon sens, il y a peut-être 2 facteurs qui jouent là-dessus. La mise en scène déjà, puisque le prince, on ne le voit qu'au début, dans une scène un petit peu, onirique, hein. C'est une scène très charmante avec Blanche-Neige qui fait un vœu auprès du puits. Il arrive, il est sur son cheval blanc, il chante la sérénade. C'est voilà, c'est un moment romantique, un moment, assez calme. Et c'est un jeune premier, hein. Il a tout juste, 18 ans, 20 ans. Il est encore, tout frais de l'adolescence et donc forcément, il est très lisse. Il faut que ce soit un petit peu le jeune premier parfait, donc à transcrire d'une façon à la fois réaliste et un petit peu caricaturale parce qu'on est dans un dessin animé, c'est pas évident. Le chasseur, au contraire, déjà lui, c'est une personne plus âgée, qui doit être, dans sa quarantaine, sa cinquantaine, qui a des traits beaucoup plus marqués, beaucoup plus burinés, et donc un peu plus facile à caricaturer. Même s'il a toujours ce côté réaliste, il a quand même aussi, on dirait qu'il est presque un peu maquillé comme le seraient les acteurs de théâtre et de cinéma de l'époque. Donc ça accentue ses traits, ça accentue ses expressions et en plus de ça, dans sa mise en scène, c'est toujours des scènes très dramatiques où, c'est des scènes d'une tension assez palpable quand il parle à la reine et qu'elle lui explique son plan, qu'elle lui demande de tuer Blanche-Neige. Et après, quand il tente de passer à l'acte auprès de Blanche-Neige, il y a cette musique qui monte, la caméra qui d'abord montre son ombre qui fond sur Blanche-Neige, qui se retourne, on le voit presque à contre-jour, telle une menace. Et après, il explose en sanglots parce qu'il se rend compte de la dureté de son geste. Donc c'est un personnage qui va montrer des émotions beaucoup plus fortes, dans des contextes un peu plus dramatiques. Donc je pense que tout ça joue sur ce côté plus, charismatique et peut-être plus mémorable que le prince qui est tout lisse. Voilà, c'est un peu les mêmes soucis qu'on a souvent entre les héroïnes et les méchantes. On se permet toujours un peu plus de théâtralité avec les méchants qu'avec les héroïnes où il faut qu'elles restent assez lisses, assez, parfaites. Et je pense que le prince et le chasseur qui est un méchant sans être un méchant, mais qui est du côté forcément de l'antagoniste, qui est censé, voilà, représenter une menace, va bénéficier un peu plus de cette liberté pour les animateurs. Et donc ça se ressent auprès du public. Je pense que c'est un peu plus marquant qu'effectivement le prince qui ne sort pas de son cadre. Ouais, pas mieux. Mais Complètement c'est un d'accord. peu mieux. Voilà, C'est le Laurent, rôle. tu as ta réponse. Ça vient aussi peut-être du côté un peu opérette du prince. Il Oui. chante, il a la voix qui monte dans les aigus, le chasseur est pas du tout mis en situation de cette manière-là. Là, je pense que l'approche est pas du tout la même. Mmh. Puis la scène du chasseur qui est quand même, poignante et Elle est incroyable. Et le personnage qui doit apparaître à tout casser, 2 minutes et encore je pense même pas et c'est ce que Ouais. disait Manon tout de suite, il est incroyable. Là, il pourrait faire partie des figurants, mais sa façon de s'effondrer, au moment de jeter le poignard et d'avouer qu'il est, missionné pour assassiner la princesse, c'est costaud. Enfin, on est même enfin, c'est plus du dessin animé là, c'est vraiment du C'est de grand art, l'acting, de la ouais. très belle comédie. C'est enfin, pas comédie joyeuse, mais comédie dans le sens où on joue la comédie. Moi, je trouve ça vraiment saisissant. Et n'oublions pas toujours que c'est un film qui a pratiquement 100 ans et qu'à l'époque, les longs métrages étaient souvent très, enfin, les acteurs jouaient de manière assez ostensible. Et là, il y a un peu de subtilité quand même. C'est très, très bien pensé. Alors après, il faut imaginer les heures dans la salle de projection
à voir, revoir, refaire, et encore revoir, et refaire, et revoir, et refaire. Là, les gens qui sont curieux iront voir dans les art-of du film, mais le chasseur, un peu comme tous les personnages, mais lui en particulier, il évolue, hein, son physique, son caractère, les lignes de dialogue. La poubelle était remplie de concept arts où il ressemble pas du tout à ça, et le rôle n'était pas du tout le même. On retrouvera d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve la même qualité dans la version du chasseur de 2025. Et je trouve que c'est assez étonnant quand on a revu tous les courts-métrages qui ont pu se passer avant Blanche-Neige, où effectivement c'est que du cartoon avec des personnages qui sont très cartoonesques, très caricaturaux, qui n'ont pas des proportions forcément très classiques. Là, c'est vrai qu'ils arrivent à jouer, ils sont quand même, quand on prend, on a Blanche-Neige, le prince, le chasseur, la reine, qui sont des personnages bien plus aux proportions plus réalistes. Et comme tu dis, il y a une subtilité que je pense qu'on n'avait pas encore forcément dans les films de cinéma, même encore de l'époque, puisqu'on était on était encore beaucoup en noir et blanc. Donc en noir et blanc, on sait qu'il faut quand même pas mal exagérer les expressions. Le maquillage est assez dramatique pour passer justement sur ce film en noir et blanc. On était passé au son il n'y a pas si longtemps non plus, hein, à l'échelle de l'histoire du cinéma. Donc on est encore beaucoup dans l'exagération, je pense. Après, je ne veux pas me positionner en experte de cette période, hein, parce que ce n'est pas le cas. Mais d'autant plus pour des animateurs qui jusque-là ne se sont fait la main que sur du cartoon, où ils peuvent avoir des personnages qui partent dans tous les sens pour s'exprimer, et subitement avoir des personnages qui doivent être beaucoup dans la retenue pour pas casser leur effet. C'est quand même fort. Ouais. En fait, les seuls survivants des cartoons, c'est les animaux de la forêt. Ils sont encore des sacs de farine à quatre pattes. Pas tant que ça, hein, encore. Les fans, quand on se dit que 5 ans après, il y a Bambi, ouf, oui, là, incroyable. Mais après, ça fait le charme du film. Et de la même manière, on en reparlera, mais les animaux de la forêt de 2025, ils gardent aussi leur petit côté complètement, oui. Le caricatural et mignon qu'on retrouve dans le film. Pas très réaliste, hein, en 2025. Du tout. Mais ça fait partie du film. Mais c'est assumé, ouais. C'est assumé. En parlant de 2025 et donc du film qui est sorti donc la semaine dernière, qui résume un peu l'histoire de la création du film, qui n'est pas la plus simple non plus. C'est qui s'y colle? La question piège. Parce que j'avoue, moi, on va le faire à deux, parce que je veux que les tomates soient réparties équitablement entre les différentes parties de l'écran, moi. Alors déjà, on est dans cette politique du tiroir-caisse qui va consister à taper dans le passé pour faire du présent. Donc, les gens apprécieront ou pas la démarche. Ça a commencé dès le milieu des années 90 avec le livre de la jungle et les 101 dalmatiens. Et puis, ceux qui ont pu penser que c'était seulement une parenthèse, à partir des années 2010, n'ont pas été déçus du voyage, puisque là, le catalogue a été allègrement réutilisé. Alors, c'est une pratique que Walt Disney faisait déjà en son temps avec les courts-métrages, par exemple. Les gens curieux iront voir sur Chronique Disney, mais il y a énormément de films en noir et blanc, des cartoons, qui ont été refaits en couleur ou refaits différemment, parfois à des intervalles de date très très proches. Le vieux roi Cole, qui est un cartoon du début des années 30, il a dû être refait, je sais pas, 2 ans après, un truc comme ça. Donc, là, on est dans cette politique-là. Alors là où on peut voir un avantage, c'est qu'on revisite parfois totalement les films. Donc, c'est ce qui s'est passé avec La Belle au bois dormant, qui va accoucher de Maléfique et puis de sa suite. Parfois, on a un copier-coller. C'est ce qui s'est passé à peu près avec La Belle et la Bête, même si on pourra chercher des petites différences, malgré tout, l'essence du film reste la même. Parfois, il y a des audaces. Tim Burton qui s'empare d'Alice au Pays des Merveilles et qui nous livre quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le film d'origine, hormis les personnages et même l'environnement, finalement, est un peu différent. Donc, à force de piocher dans le catalogue, il ne reste plus beaucoup d'options. Donc, là, Blanche-Neige, ils l'ont mis en production il y a une dizaine d'années à peu près, on est en 2016. Quelque chose comme ça? Un petit peu moins, c'était quand même un petit peu avant le Covid. Et donc, là, la difficulté, parce qu'il y a une difficulté, on s'attaque au premier long métrage d'animation de Disney. Donc, les gens ont commencé à brandir les panneaux en disant c'est inadmissible d'aller taper dans l'héritage et le patrimoine comme si on n'avait pas le droit de rénover un monument un peu ancien.
Ah, là, on touchait au mythe, hein, c'était... Ce qui est assez étrange, alors après, ça peut se comprendre, ça veut dire que les gens aiment le film. Mais bon, c'est comme si on avait dit au Moyen-Âge aux bâtisseurs des cathédrales, on en a déjà fait une, vous n'avez pas le droit d'en faire une autre. Bon, pourquoi pas, c'est un concept. Les gens sont peut-être lassés, malgré tout. Mais bon, Disney a bien fait, est parti hein, dans sa production. Là, l'idée, clairement, c'est d'offrir les souvenirs du film original, mais malgré tout, d'offrir quelque chose de nouveau quand même. Là, on n'est pas dans le copier-coller. Alors, les gens qui ont vu le film le savent. Ceux qui iront le voir, on va essayer de faire en sorte de ne pas leur gâcher la surprise. Oh, mais on va pas pour trop parler si on fait pas ça. Je fais juste un petit bémol. Là, pour le moment, là, on parle juste du début de la création, de comment ça s'est passé. Par contre, dans la troisième partie, on donnera notre avis, donc on ira un peu plus loin. Donc, je remettrai un bémol pour les gens qui n'auraient pas vu le film, qu'on risque de spoiler. Voilà, comme dirait Laurent, on va divulgacher. Mais voilà. Donc là, le film est coupé en deux en réalité. Bon, ça dure 1h50 à peu près. On va dire que les 50 premières minutes, bon là, il y a des souvenirs qui vont revenir. Et puis la dernière heure, bon bah là, il n'y en a pas. Là, il va falloir s'adapter à un film qui est différent. Donc pour moi, les deux n'ont pas la même... Enfin, la source est la même. La route qui est tracée change à un moment. C'est une réinterprétation du conte. Effectivement, on garde certains points qui viennent du dessin animé, qui feront un très bel hommage au dessin animé, qui fonctionneront plus ou moins bien après, hein, avec plus ou moins de réussite. Mais on va réinterpréter certaines parties, on va donner un petit twist. Après, même si c'est pas les studios Disney, on n'est pas sur la première version live de Blanche-Neige de ces dernières années. On a eu Miroir, Miroir, enfin, je crois qu'en français c'est Miroir, Miroir, mais avec Julia Roberts et Lily Collins. On a eu Blanche-Neige et le chasseur avec Kristen Stewart, qui chaque version avait aussi récupéré cette essence du conte, mais avec un petit twist à chaque fois, avec une interprétation propre, parce que l'une était partie un peu plus dans la comédie fantastique, l'autre était un peu plus dans la comédie, enfin dans le film d'action. J'avoue que j'ai pas vu la version avec le chasseur, ou du moins je l'ai oublié peut-être. Donc je pense que le Blanche-Neige de 2025 de Disney est un peu dans cette optique-là aussi. On prend des choses qui viennent du conte, on prend des choses qui viennent du dessin animé, mais on ne reprend pas le script de façon bête et méchante, comme on a pu le voir dans Le Roi Lion ou La Belle et la Bête, où il y a limite 3 virgules qui changent et puis c'est tout. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été changées, qui amènent sur des chemins différents. Mais l'essence est toujours là, et plus que ce que les gens veulent le croire, je pense, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Après, il n'y a pas d'informations qui filtrent là-dessus, mais je pense que Disney regarde aussi le calendrier et tout ce qui va tomber dans le domaine public d'ici quelques années. Et Blanche-Neige va bientôt tomber dans le domaine public. C'est quoi? C'est une question de 10 ans peut-être. Il est important, à mon avis, pour eux de bien montrer que le Blanche-Neige de 37, il est à eux. Et parfois, les gens ont été un peu fâchés que Disney s'attaque au premier grand classique d'animation, mais si c'est pas Disney qui le fait, dans 10 ans, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et je prends un exemple, alors les gens iront voir sur Internet parce que moi je trouve ça drôle, mais les puristes trouveront pas ça drôle. Steamboat Willie, le premier dessin animé de Mickey qui est tombé dans le domaine public, on a déjà les remakes qui commencent à... Enfin les remakes, les nouvelles versions qui commencent à arriver. Il y en a certaines, c'est quand même pas mal. Il y a un film d'horreur, par exemple, Steamboat Willie. Il y a tout un tas de choses qui commencent à débarquer. Je pense que des personnages comme Blanche-Neige, Disney a peut-être besoin de remettre une empreinte dessus avec un beau logo Disney Snow White et que la concurrence n'aille pas chercher, parce que c'est ce qui va se passer de toute façon. On va en voir fleurir partout des Blanche-Neige dans 10 ans. Et puis après, dans 15 ans, des Pinocchio, et puis des Bambi, bon. Et je pense qu'il est quand même important pour Disney de rappeler le passé avec des œuvres plus contemporaines, malgré tout. Ça a toujours été le cas, hein, quand tu regardes justement depuis que Disney s'est lancé dans ses adaptations live avec Les 101 Dalmatiens. On se rappelle qu'à la même époque, il y avait eu justement un Pinocchio de je ne sais plus quel studio. Il y en a eu un plus tard dans les années 2000. Enfin, ces contes-là, du moment que Disney a commencé à faire un peu ces films live, tu as beaucoup de studios qui se sont dit on va faire des versions live aussi, soi-disant en s'inspirant des contes, hein, de toute façon, mais
Mais c'est sûr que Disney a tellement marqué le cinéma avec ses adaptations de dessins animés que tu peux pas ne pas y penser, quoi. Mmh. Donc On va forcément te comparer à Disney. Donc, ouais. pour faire un petit rappel de Blanche-Neige, oui, c'est vrai que c'est pas bête parce que ça permet du coup, attendez, c'est bien à nous, donc même si vous voulez faire quelque chose, essayez de faire mieux, quoi. Alors après, ce qui est assez particulier avec ce film-là, malgré tout, hein, c'est l'époque dans laquelle il a été fabriqué aussi. Je pense qu'il l'a marqué. Le Les gens ont tout de suite eu des réactions épidermiques sur, le casting. Pour des raisons qui leur appartiennent, il y a pas de jugement de valeur de ma part quand je dis ça, mais il y a eu des pataquès, des débats houleux, «Ah bon, des nains? Ah bon, mon Dieu, c'est terrible, 2020, vous stigmatisez une population» et puis, cette pauvre Rachel Zegler qui s'est pris Un torrent de haine, des seaux de merde sur la tête. Mmh. Donc, franchement, c'est en fait, je pense que ce film-là souffre malgré tout, comme beaucoup d'autres œuvres d'art. Et Manon, toi qui es une artiste, tu dois, je pense, t'en rendre compte mieux que nous. Les gens maintenant donnent leur opinion et jugent sur notre époque, avec leur propre avis qui doit être l'avis universel parce que sinon ça fonctionne pas. Et donc il y a un débat qui s'ouvre, les réseaux sociaux s'en emparent et puis après ça mouline, ça mouline, ça mouline. On met une petite pincée de Covid-19 histoire de bien ralentir la production et de bien laisser les gens en parler alors que rien n'avait été tourné, ni aucune photo publiée, ni rien du tout. Ça fait une mayonnaise. Et la mayonnaise, eh ben, elle accouche, en mars 2025 de quelque chose, on en reparlera après, mais qui, malgré tout, se regarde. Mmh. Oui, oui, Et bah, on verra. donc je pense que le souci, il a été là, en réalité, pour Blanche-Neige. C'est même pas forcément pioché dans le patrimoine. C'est la pensée universelle de certains qui estiment qu'ils ont raison et que le monde entier a tort et que la liberté, ça consiste à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Et donc malheureusement, eh ben, on arrive à des débats houleux sur, un conte de fées où on va se dire: «C'est inadmissible de faire jouer Simplet par un nain». Dans ces Mmh. cas-là, on pourrait se poser la question pour tout, et n'importe quoi, pourquoi tel comédien ou tel objet ou telle scène ou telle musique est utilisée pour telle ou telle production? Je pense que c'est résumer la production de Blanche-Neige et les 7 nains, c'est ça une mériterait succession. un live à lui tout Mmh. seul. Elle est tout seul, C'est une ouais. Mais c'est une succession de débats stériles. ouais. Ah Bah, bon, vous prenez Blanche-Neige? C'est Ah bon, vous changez l'histoire? Ah ouais. bon, l'actrice joue tel personnage? Ah bon, il y aura des nains? Oh là là, comme Mais Laurent dit, il y a eu l'antécédent, Ariel, qui quelle était aussi idiotie, pas mal, incroyable. Enfin, je il veux y en dire, a eu on parle d'une sirène, on est d'accord? Je Mmh. prends pour la petite sirène. On parle pas de quelqu'un de connu, on parle pas d'une figure réelle, on parle d'un conte de fées, on parle d'une fiction. Je sais c'est pas, bizarre. enfin, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a le côté internet qui a connecté. Mon père m'a beaucoup fait rire la dernière fois, il m'a dit: «Avant, quand les gens qui avaient des opinions un peu, discutables, ils en parlaient au bar du coin, on leur disait: "C'est bien Michel, tu gentil" et puis il restait dans son bar. Voilà. Maintenant tous les idiots du village sont tous connectés avec internet. Donc forcément, ils se montent la tête entre eux et le problème, c'est que souvent les personnes négatives sont toujours les plus vocales, hein. Donc c'est ceux qui font le plus de bruit, ceux qu'on a l'impression qui sont le plus en nombre parce qu'ils parlent le plus fort, mais c'est pas forcément le cas. Heu, Moi, ce qui me gêne toujours dans ces périodes-là, parce que comme Laurent disait, il y a un antécédent avec Ariel, mais avant ça, quelques années avant, si on passe sur Star Wars, il y a, Kelly Mmh. Marie Tran qui a joué dans l'épisode 8 qui s'est pris des seaux de merde, comme tu disais, sur la gueule aussi. Pourquoi? Parce que c'est un personnage féminin déjà et en plus joué par une actrice d'origine asiatique. On a eu Daisy Ridley qui joue le personnage principal de Star Wars qui s'en est pris plein la tronche aussi parce qu'elle était pas assez ceci, pas assez cela et puis tout simplement un personnage féminin alors que, toutes les reproches qui ont été faits à son personnage auraient pu être les mêmes faites à Luke, 40 ans avant. Ah C'est oui, un ça c'est problème sûr. qui a une dizaine d'années et j'aurais quand même le petit reproche à faire à Disney, même un gros reproche honnêtement, de souvent ne pas assez se mouiller pour défendre ses actrices, parce que très souvent, 90 du temps, c'est des actrices qui s'en prennent plein la figure, des actrices qui sont, souvent d'une ethnicité, pas caucasienne et Disney, souvent, ne tape pas assez du poing sur la table pour dire au public: «Maintenant, on arrête les bêtises. Vous avez pas envie de voir le film, ne le regardez pas, c'est pas grave, mais on peut pas laisser ses propos se tenir, en fait».
Le problème, c'est que très souvent, ils courbent la tête. Ces actrices se retrouvent un peu toutes seules face à ce public extrêmement virulent de détracteurs qui, de toute façon, n'a pas l'intention de voir ces films-là. Et forcément, c'est eux qu'on va finir par entendre le plus et dont la presse va se repaître, hein, de toute manière. En fait, je pense que Disney devrait davantage mettre en avant ce que moi j'appellerais la jurisprudence Hamilton, la comédie musicale. On a enfin, je sais pas, ça raconte l'histoire des États-Unis au début de leur histoire. On se fout de savoir qui joue tel personnage, parce que là, pour le coup, dans Hamilton, si on commence à se dire, c'est quand même bizarre, c'est un Afro-Américain qui joue, je sais pas quel personnage, qui n'était pas Afro-Américain. Mais pourtant, ça a marché. Ce spectacle, c'est certainement une des plus belles créations. Enfin, là, je suis d'accord avec toi, Disney devrait dire, mais attendez, on a fait jouer tel personnage par n'importe quel acteur et ça a très bien fonctionné. Et vous étiez assis dans la salle et maintenant vous crachez sur la distribution. Enfin, c'est. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission entière là-dessus, une émission qui pourrait durer très longtemps, à mon avis. C'est ça. On inviterait Laurent, qui a beaucoup d'avis sur la qui a certainement beaucoup d'avis. Moi, je vois pas le chat, mais je pense que Laurent a beaucoup d'avis sur la question. Alors là, pour le moment, Laurent, non, c'est plus C'est pas faux et David qui commence à se lancer un petit petite discussion où il y a C'est pas faux qui dit on se souvient de Netflix qui sort, on revient sur quand on parlait des autres studios qui faisaient des films Disney. Donc on se souvient de Netflix qui sort sa version du Livre de la Jungle presque au même moment que le remake live de Disney. Donc on a David qui répond 2 ans après tout de même, mais oui, difficile de ne pas faire de comparaison, et C'est pas faux qui lui répond, comme pour Pinocchio, que l'on compare forcément avec la version de Del Toro. Voilà. Et il y a Laurent qui dit on n'a pas répondu sur ma première question. Allez, on va lui faire peut-être comme ça, il sera content. Ta toute première question qui était Blanche-Neige est-elle une cruche? Voilà. Je n'avais pas eu sa question. Juste, je me déconnecte un petit peu parce que là, ça capte. Je ne vous reçois plus. Oui, fais un petit. On va meubler en attendant. Mais oui, David, elle était nulle sa question, mais bon, on va lui poser quand même. Et on ne répondra pas. Et quoi? On ne répondra pas, tu veux pas que je réponde, d'accord. Ah bah si tu veux répondre, vas-y. Hein. Voilà, le retour. Je pensais que tu ne voulais pas répondre. Non, mais je peux en profiter peut-être pour rebondir juste sur le fait que non, Blanche-Neige n'est pas une cruche, mais Blanche-Neige est un produit de son époque, forcément. Puisqu'en 1937, la condition de la femme et les injonctions faites aux femmes n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a aussi fait la polémique un petit peu pour le film de 2025, puisque forcément, en 2025, on ne va pas sortir un personnage tel que Blanche-Neige l'était en 1937, même si j'aime beaucoup cette Blanche-Neige-là aussi, hein, elle est très charmante, elle a avec ce côté très naïf, très doux, pleine de bonté et tout ça, mais c'est sûr qu'elle est assez passive dans son histoire. Et elle est censée donner un rôle auprès du jeune public qui la regarde, comme quoi voilà, le bonheur vient du fait de s'occuper d'une maison, vient de s'occuper des hommes et vient et seul un homme peut la prendre en charge finalement, puisque à l'époque, dans les années 30, les femmes ne travaillaient pas, n'étaient pas autorisées spécialement à travailler, donc leur bonheur passait, enfin en tout cas on leur disait que leur bonheur passait forcément par la sécurité d'un foyer et d'un mariage. Là, en 2025, évidemment, on n'est plus sur ces discours-là, heureusement. Et donc, bien évidemment que les acteurs, le film a été présenté avec ce côté qui allait être un petit peu modernisé. Maintenant, on a juste dit que ça allait être un peu modernisé, que Blanche-Neige n'allait pas être peut-être aussi passive que dans cette version de 1937, et ça a encore créé des polémiques en disant que ça y est, ça allait devenir une guerrière, qu'elle n'allait pas trouver l'amour parce que les femmes n'ont pas besoin de ça, enfin bref. Encore une fois, ça a été beaucoup sorti de son contexte, alors que pour ceux qui ont vu le film, on se rendra compte que ce n'est pas forcément le cas. En sachant qu'elle est déjà devenue une guerrière dans Attends. On ne t'entend pas, Karl. Ah zut. Ah, c'est bon. Zut. C'est bon, t'entends. Ça fonctionne. Oui, c'est bon. Ouais, je disais, Blanche-Neige est pourtant déjà devenue une guerrière. Tu parlais tout à l'heure de Blanche-Neige et le chasseur. Je me souviens pas, alors je sais pas, ça a 15 ans peut-être ce film, 10 ans, ou peut-être pas 15 ans, quand même 10 ans.
on n'avait pas eu de pataquès parce que Blanche-Neige s'armait d'une hache pour aller combattre je sais pas qui ou je sais pas quoi dans le fin fond de la forêt avec un chasseur qui, pour le coup, n'était pas beaucoup plus violent ni plus courageux qu'elle. Oui, et puis même dans la version Miroir, Miroir avec Lily Collins, qui était plus dans le côté conte fantastique, comédie, tu avais les nains qui lui apprenaient à se battre, à manier l'épée, où elle devenait un petit peu, limite à faire un petit peu des arts martiaux, quoi. Et pour autant, ça n'enlevait pas son côté charmant, princesse et compagnie, quoi. Même Il dans est là, Once Upon a Time, je suis pas un expert, je l'ai pas vu, j'ai pas vu toute la série, mais un c'était, moment aussi. elle était un petit peu différente de ce que je me souviens. Elle était quand même différente du dessin animé. Hein, elle était un peu plus Elle était vaillante. plus affirmée, oui. Bah, Ouais, en ouais, fait, ouais. c'est tout le principe de ces personnages-là qui étaient assez passifs dans les premiers films, hein. C'est dans les années 30, mais là, elle prend plus son destin en main, quoi. C'est plus ce côté d'être décisionnaire, en fait, par rapport à ce qui lui arrive, de prendre des décisions, de faire des actions. Maintenant, là, bon, bah, spoiler, hein, dans la version de 2025, à aucun moment, elle prend une épée pour aller se battre en duel, hein. Ouais, absolument. Non. Même au contraire, hein, au contraire. En fait, je pense que il y a son attitude change d'une certaine manière, mais les intentions sont différentes par rapport au film de 1937. En 1937, on n'a pas son passé à cette jeune femme. Ouais. Elle est là, elle subit, elle est malheureuse, mais en même temps, elle rit un petit peu de la vie, elle a plein d'espoir. Dans le film de 2025, on retrouve ça et les premières minutes du film nous font comprendre pourquoi. Elle accepte son pauvre sort, pourquoi est-ce qu'elle est optimiste, pourquoi est-ce qu'elle rêve d'un avenir meilleur. Je la trouve pas optimiste, hein, au début de la version de Ouais, 2025, hein. Bah, malgré Au contraire. tout, je parle des premières minutes. On Quand va pas elle est révéler. Oui, Ah, Oui, on absolument. y reviendra On va après pas- oui, sur ces on va pas, passages-là. je spoil pas, mais au début, je parle que du début du Ah, au film. tout Hein. début, ouais, Elle oui. rêve en grand et elle est très optimiste. Et il y a une bonne raison à ça. Alors que dans le film de 37, on se dit, mais elle passe le balai, la serpillière dans la cour, il y a un puits et elle chante comme si c'était la fête. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre fille? Elle a un problème, visiblement. Et je trouve, moi, que les scénaristes de 2025 ont justement apporté des réponses à tout ce qui ne pouvait paraître étrange dans le film de 37. Ce qui peut paraître étrange en 37 par rapport à notre époque. Hein. Parce que là, je reprends ce qu'a dit Manon. Oui, bien sûr. Les gens qui ont découvert ça en 37 ont dit, oui, bon, c'est une fille qui fait le ménage en sifflotant, ok. Je pense que la majorité des jeunes filles de l'époque savaient que leur sort serait de s'occuper de ce qui se passait plutôt à la maison, même si certaines femmes travaillaient. Quand on voit les films qui sont produits à l'époque, hein, elles portent des jolis petits tabliers et puis elles s'occupent de leur cher mari. Et puis, ça, c'est la vision de la femme des Américains pendant les années 30, les années 40, les années 50, les années 60, un peu moins les années 70. Là, le film de 2025, moi, je trouve, apporte beaucoup de nuances et on comprend son caractère. Et je suis d'accord avec Manon, elle fera pas la guerre. Hein. Là, la Blanche-Neige de 2025, elle n'a pas débarqué sur les plages de Normandie en 44. Elle cherche pas la guerre du tout. C'est pas Mulan. Hein. Absolument pas. Mais je trouve que la façon dont ça a été écrit, le rôle est plutôt intelligent. La comédienne qui joue Blanche-Neige, Rachel Zegler, je trouve, endosse son costume correctement. Enfin, elle est bien dans le. Malgré ce que peuvent dire les gens qui n'ont pas vu le film, pour certains, elle est plutôt charmante, cette jeune femme. Et non, c'est plutôt intelligemment amené. En fait, dans la genèse du film, moi, j'aurais aimé qu'un personnage soit modifié davantage. C'est la reine. On en parlait un peu avant l'émission. Elle, pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'elle veut au début du film. Je parle toujours du début du film. Parce qu'après, les gens vont me dire, bah si, elle veut l'empoisonner avec une pomme. Oui, certes. Là, je parle des premières minutes du film. Elle débarque, pouf, pouf. On ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas ce qu'elle fait là, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle cherche, on sait ce qu'elle trouve, en revanche. Là, j'aurais bien aimé, moi, avoir que le truc soit tissé un peu. J'aime bien qu'on réponde à mes questions, moi, quand je veux voir un film. Bon, une fois qu'on s'impatiente et qu'on a envie de parler à fond du film, on va juste prendre la dernière petite remarque dans le chat et puis après on mettra la bande-annonce et après on se lâchera sur le film.
Donc il y a C'est pas faux qui disait Blanche-Neige et le chasseur, c'est 2012. Le truc, c'est que ce n'est pas Disney. On a l'impression que l'on autorise bien plus aux autres studios concernant le traitement des comptes, alors qu'à Disney, non. Ça, on est entièrement d'accord. Et elle a une conscience... je pense qu'elle parle de la... Non, elle parle de Blanche-Neige, mais elle a une conscience de la situation et une volonté de changer les choses. Rachel Zegler est parfaite dans ce rôle et a une voix incroyable. Mais sur le traitement des studios, ça, je suis entièrement d'accord. Je suis complètement d'accord. Disney, on tape plus fort que sur les autres studios. Disney a la pression de sa propre marque, en fait, maintenant. Donc, il y a tellement de choses qui ont été rattachées à Disney, tellement de films qui sont devenus cultes et compagnie, que dès que Disney veut se faire un petit peu des sorties de route, entre parenthèses, le public n'est pas très réceptif. C'est le même phénomène que celui que tu décrivais tout à l'heure sur Star Wars. Oui. Les fans se sont emparés de la marque et dorénavant, c'est eux qui commandent. Et là, je pense que Franck, qui est le créateur de Chronique, sur Star Wars, il aurait beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Les fans se sont emparés, ils ont vampirisé le truc, ça leur appartient, alors que pas du tout, en réalité. Ça appartient à tout le monde, chacun a le droit de... Chaque génération de fans a ses attentes, a ses... C'est ça. À ces choses, mais c'est vrai que... C'est un bon sujet d'émission, ça. Les fans tiens, allez, vas-y. Faut l'organiser. Elle va être longue, cette émission. Pour Romain, pour une prochaine émission. J'ai des choses à dire sur Star Wars aussi. Star Wars, on pourrait toutes les grosses Seigneurs des Anneaux, ça serait pareil. Hein, c'est une émission de 15 heures. Les gens devront être prévenus un petit peu à l'avance. Hein. Ça sera un marathon. Voilà. Plusieurs épisodes. Des personnages qui sont un peu différents par l'œuvre originale. Quand il y a eu la série Star Wars, Seigneur des Anneaux qui est sortie et que dans le trailer on a vu un elfe noir, la plupart des gens sont offusqués. Alors qu'on lit le Silmarillion, il y a des elfes noirs, mais il faudra avoir lu le Silmarillion pour ça. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la genèse et puis du retour des fans. Du coup, je pensais qu'on allait le faire en 2 parties, mais on va le refaire après. Rassure-toi, t'inquiète pas. Oui, non, mais le retour un peu de l'avant, avant que le film sorte. Voilà. Ça s'est fait naturellement, donc c'est super. On va se retrouver après la bande-annonce et puis comme ça on parlera de notre avis sur le film. Quand j'étais petite, ma mère m'a appris à siffler. Parce que quand tu siffles, c'est ton cœur qui chante. Siffler en travaillant. Chanter cette belle chanson. Miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté parfaite et pure. Blanche-Neige. Disney présente. Trouver Blanche-Neige. On peut s'amuser entre amis. C'est ce que j'étais en train de me dire. Le 19 mars. Celle que j'aimerais devenir. Et toi sur le conte. Réveille autour. Enchanteur. Prends vie. Vous m'indiquez la bonne direction? Blanche-Neige des studios Disney. Exclusivement au cinéma le 19 mars. Pour la bande-annonce. Donc du coup là, gros point, hein. Ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous encourage à revenir quand vous l'aurez vu. Là on va spoiler, hein. Pas se gêner. Donc vous regardez le film, vous passez après sur la rediffusion YouTube pour regarder regarder la fin et puis pour nous dire ce que vous en avez pensé également. Voilà. Allez voir le film et faites-vous votre propre avis, peu importe ce que vous en avez pensé au préalable. Ne restez pas sur les préjugés. Que vous l'aimiez ou pas au final, hein, mais... Si vous écoutez Internet, il est moins bon que Dragon Ball Evolution. Voilà, qui est un film qui n'aurait jamais dû exister. Voilà. Je suis obligé de le passer parce que c'est le pire film de tous les temps. Il y a du cœur, ça, dis donc. Ah oui. Du coup, qui veut donner son avis en premier? Manon, vas-y, je te laisse. Allez. Alors, ce film, pour moi, il reste dans les meilleures adaptations, enfin les meilleurs remakes live des films Disney qu'on a eu jusque-là. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Il y a des choses que j'ai pas spécialement appréciées, mais globalement, j'ai quand même bien aimé. J'ai vraiment apprécié ce visionnage et j'ai bien aimé que ça soit sa propre histoire aussi, que ça se réapproprie un petit peu ce conte, que ça se réapproprie ces personnages-là, que ça ne fasse pas une repompée. Moi, personnellement, les remakes qui reprennent le script
pile à la virgule, ça ne m'intéresse absolument pas, parce que les films d'origine existent et ils sont très bien tels qu'ils sont. Donc je suis toujours beaucoup plus intéressée dès que les remakes proposent quelque chose de différent, proposent leur propre interprétation et là, ce Blanche-Neige, je trouve qu'ils réalisent plutôt bien cet exercice, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages. Après, il y a des choses qui sont moins réussies, il y a des interprétations qui sont un peu douteuses comme, on en parlait, la reine, Gal Gadot, que j'ai trouvé un petit peu à côté de la plaque. Beaucoup d'éléments en CGI qui sont plus ou moins réussis. Les animaux de la forêt, j'ai trouvé ça plutôt mignon parce qu'il y avait ce côté assumé de reprendre un petit peu le design d'origine du dessin animé, parce qu'on est dans une forêt enchantée et que du coup, on n'est plus dans une optique de faire des créatures trop réalistes qui vivent à l'intérieur. En fait, j'ai bien aimé que le côté conte soit assumé. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu moins réussies. Je trouve que la colorimétrie du film est pas terrible. C'est très criard, c'est pas très subtil. Il y a beaucoup de lumière jaune. Et d'habitude, c'est quelque chose que j'aime bien, mais avec parcimonie. Là, je trouve que c'est trop. Les nains, ça fonctionne plus ou moins bien selon les plans, selon les nains. Enfin, pardon, les créatures magiques, puisque ce ne sont pas des nains. Mais voilà, globalement, non, j'ai bien aimé ce film. Je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu en VO, en VF. Les 2 se valent plutôt bien. La VF, il y a eu un bon travail d'adaptation dessus. Les interprétations sont vraiment très bien. Et j'ai pas traîné les pieds pour aller le revoir une 2e fois. Donc j'ai pris du plaisir à vraiment revoir, à réfléchir un petit peu, à faire mes petites analyses et compagnie. Il y a un bon point parce que d'habitude, quand je suis pas spécialement, j'accroche pas un film, je le vois puis je vais l'oublier derrière, quoi. Donc voilà, moi je le conseille plutôt. Je trouve que ça reste un moment sympa au cinéma, même sans être, voilà, le film du siècle. Mais c'est clairement pas le désastre annoncé, en fait. Karl? Karl, À moi? tu veux Alors, on va faire la colonne des plus et la colonne des moins, c'est ça le concept? Bah oui, comme pour tu veux, commencer, c'est bien, je suis hein. vraiment partie en freestyle. Alors, non, mais je vais faire comme toi. Je vais d'abord commencer par le positif et puis après les petites choses qui moi m'ont pas plu énormément. Je suis d'accord avec toi, c'est un film qui mérite d'être vu. Si on fait la liste de toutes les adaptations de grands classiques animés en prise de vue réelle, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'on a vu tellement pire, ou alors des copier-coller qui étaient partiellement inutiles. Donc là, c'est pas le cas. Après, dans vraiment ce que moi j'ai beaucoup aimé, on en a parlé un petit peu avant l'émission, j'aime beaucoup le concept du narrateur du film. Donc là, je vais quand même pas, je ne spoile pas, mais ça m'a fait plaisir. Quand on découvre le film, moi ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça amusant et ça m'a beaucoup plu. Après, on en a parlé aussi tout à l'heure avec Olivier, c'est la bande originale qui est très bien. Alors les chansons de base sont déjà bien, évidemment. Elles n'y sont pas toutes. Celle du classique de 37, le prince pas sa chanson, mais en même temps c'est pas le prince, donc c'est comme ça, c'est réglé. La revisite du Hey Ho de la chanson de la mine, moi j'ai trouvé ça génial. Elle est La meilleure vraiment chanson du film. Et à la limite, enfin, on me poserait dans un train, dans un parc Disney avec cette chanson-là et dévaler le décor du film en prise de vue réelle, parce qu'évidemment, vous allez en Floride, vous allez trouver le train des nains, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je pense qu'il y avait une volonté de faire un clin d'œil à cette attraction aussi. La version française est très bien, je trouve. Moi, les personnages, le choix des comédiens qui a été fait est vraiment pas mal. Alors après, moi, là, tu parlais du côté un peu doré de l'image, le côté criard. À la limite, moi, je trouve que c'est vendu avec. Voilà. C'est pas terne, c'est pas. On a eu cette mode là. Alors c'est la concurrence de justement ces adaptations de contes de fées très noires, très violentes, très glauques. Blanche-Neige et le chasseur, Hansel et Gretel et compagnie, là où on était vraiment dans de l'heroic fantasy la plus sombre possible. Donc moi, ça m'a pas trop choqué, à vrai dire, que là, qu'on a un peu de lumière et de soleil. Bon, après, voilà, ça dure 1h50. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Alors après, dans les points négatifs, parce que malgré tout, on peut toujours améliorer une œuvre, même si je me garderais bien de critiquer les artistes qui ont produit ça. Hein. Il y a du talent, évidemment. 2 regrets pour ma part. Gal Gadot,
En voyant la bande-annonce, je me suis dit: «Bon, bah, c'est elle qui va porter le film et c'est le personnage du méchant qui va nous apporter toute la saveur du film» et pas du tout. Elle est, plutôt agaçante, pour être tout à fait honnête et sa façon de jouer alors quelqu'un a marqué dans le chat que Gal Gadot ne savait pas jouer. J'irai pas dire ça, mais en tout cas, je trouve que dans le rôle de la reine, elle est fort sympathique, Gal Gadot, certainement, mais je l'ai trouvée bien meilleure dans d'autres choses, donc j'avais des attentes et j'ai pas été satisfait là, pour le coup. Et mon deuxième regret, il y a des moments iconiques du classique de 37 que j'aurais aimé voir longuement et parfois c'est expédié en 20 secondes. Et je me dis: «Mince, c'est dommage, on est avec, des techniques modernes, on aurait pu, insister davantage». Je prends, 2 exemples. La transformation de la reine en sorcière, c'est plié en 2 en 15 secondes. Donc je me suis dit: «Bon, c'est quand même dommage, on a des effets on a des maquilleurs exceptionnels, on a des effets spéciaux, des choses qui auraient pu apporter, je pense, plus de tension, de suspense, pourquoi pas un peu d'horreur». Le Dans les scènes qui sont vite expédiées, la fuite dans la forêt, alors peut-être que j'aime bien les scènes qui font peur, hein. Mais alors la fuite dans Non, la mais en forêt, même elle dure temps, pas c'est ce la qui est fuite dans la iconique forêt, aussi, elle dure pas 107 ans, hein. Là, pour le coup, c'est pareil, hein, c'est vite plié, on n'en parle plus, merci, au revoir. Alors peut-être que je me trompe et que dans le film de 37, c'est expédié en 20 secondes aussi, mais j'ai pas ce souvenir-là malgré tout. Je pense qu'elle est tellement marquante dans le film de 37 que déjà c'est dur. La version de 2025 tient pas trop la comparaison. Il y a des plans sympas, Mmh. mais il y a des plans qui fonctionnent moins bien à mon sens. Ouais, ouais, je suis Heu, d'accord. Après peut-être parce qu'on est limité, je dirais même pas que c'est qu'on est limité par la CGI parce qu'il y a des moments, ils ont réussi à le faire avec cet arbre, qui Oui. subitement, prend tout l'écran, a un visage, effrayant et compagnie. Mais encore une fois, je trouve qu'au niveau de la couleur, il y a peut-être un truc qui fonctionne pas très bien. J'avais lu une critique comme quoi le film avait été traité comme si on était sur une scène de théâtre et c'est peut-être ça qui fonctionne pas toujours très bien parce Oui, je suis d'accord. qu'effectivement au théâtre, il faut faire des éclairages, très particuliers, parce que, bah, tu es quand même très limité par ton espace scénique. Dans un film, tu pourrais te permettre d'autres choses. Là, je sais pas si c'est voulu, si c'est vraiment cette volonté-là qui a pris le dessus, mais, Mais le dans le côté dé théâtre, on en pardon, excuse-moi, je ouais. t'ai coupé. Je te laisse finir. Dans le dessin animé, je trouve que c'est beaucoup du noir et du clair-obscur pendant cette fuite. Tu as beaucoup, beaucoup de noir avec des figures qui se dessinent, avec Mmh. des lumières un peu tranchées, mais là, tu vois un peu tout quand même toute la forêt, tu as des lumières rouges, tu as des lumières bleues, tu as des lumières jaunes. Ça reste un petit peu effrayant, mais c'est peut-être pas aussi oppressant. Heu, Ça va, En parce fait, que je crois pas que ça aille beaucoup plus vite, hein, en vrai. moi, pour cette scène-là, j'aurais aimé qu'ils prennent le même parti que pour la scène de la mine, où là, ils Ouais. l'ont rallongé, même si c'est vite expédié quand même, parce qu'ils arrivent au boulot et ils repartent du boulot, hein. Les Oui. mecs, ils sont pas aux 35 heures visiblement, ça va vite, hein, C'est magique. on retourne au boulot et puis, 30 secondes après, c'est on revient du boulot. Donc, c'est bien, c'est une bonne journée de travail. Mais j'aurais aimé, moi, que ce soit aussi qu'on ait des scènes, la transformation de la reine, j'insiste, parce que moi, j'aime bien Mmh. les personnages de méchants. Pour moi, c'est eux qui portent parfois les films. Que ça dure 2, 3, 4 minutes, qu'il y ait une tension, qu'on monte un petit peu en puissance. Et ça, pour moi, c'est une partie un peu gâchée. Alors après, évidemment, je vais peut-être spoiler, mais On peut. Dans cette on est partie, vas-y. quand elle se transforme en sorcière, on est, je sais pas, au milieu du film. Alors que Mmh dans le mh. classique de 37, on a déjà passé, les 3 quarts et on arrive vers la fin. Et là, on n'est pas à la fin. C'est pour ça qu'il fallait expédier le truc rapidement, mais ouais, c'est mon petit regret. Honnêtement, Gal Gadot, tu parlais tout à l'heure de critiques qui disaient, ils ont tourné ça comme si on était au théâtre ou à Broadway. Gal Ouais. Gadot, pour moi, elle est à Broadway, mais elle joue mal à Broadway. C'est ça le problème. C'est qu'elle Ouais. elle gigote ses doigts tout le temps, elle bouge ses bagues, elle les cogne, elle fait des grands gestes, elle est assez, Je trouve qu'elle est beaucoup placide. pendant sa chanson, elle est beaucoup dans le déhanché, les petits C'est mouvements de trop, tête et tout, c'est trop, absolument. pour ce personnage-là. Du coup, ça lui enlève sa froideur, ça lui enlève en fait, la reine est quand même beaucoup dans le self control à la base. Il y a que le fait qu'on lui dise qu'elle est pas la plus belle du royaume qui l'a fait sortir de ses gonds, mais sinon tu sens dans sa tenue, dans sa présence, dans sa posture dans le dessin animé qu'elle est c'est voilà, c'est la reine, elle tient le royaume dans ses mains, elle est dans le contrôle et ça
ça se montre aussi. Limite, elle bouge pas, c'est sa cape qui va donner ce mouvement-là. Elle a juste à faire un petit mouvement de bras et sa cape va donner toute cette impulsion et cette prestance, mais elle n'a pas besoin de gigoter tant que ça. Alors que là, Gal Gadot, elle gigote beaucoup. Je le disais un peu avant le film et je l'ai dit, moi ça m'a fait rire la scène de sa chanson parce que j'avais l'impression plus de voir Yzma qui sort ses habits un peu à paillettes et qui chante parce que ça y est, elle a réussi à mettre la main sur le royaume. C'est pas trop ce que j'attendais de ce personnage-là, c'est sûr. Complètement d'accord. Et je trouve, tu vois, pour faire une comparaison, que limite, Suzanne Sarandon, dans Il était une fois, qui jouait, comment elle s'appelle, la reine Narissa, s'en sortait beaucoup mieux. Absolument. En faisant écho à ce personnage de la reine de Blanche-Neige. Complètement d'accord. Que ce d'accord. soit dans le côté, d'ailleurs, vieille, que dans le côté reine, belle reine, quoi. Mais là, dans les gens qui n'ont pas vu le film, là, je vois les photos que montre Olivier au fur et à mesure. Là, le tronc renversé, les nains qui reviennent à la file indienne avec ce soleil au fond et tout, il y a quand même des sacrées belles, il y a des beaux plans dans le film, hein, c'est joli ça. Après, bon, je pense que les gens vont aimer les nains ou détester les nains. Ce sera dur de trouver un juste milieu. Je suis d'accord avec toi. Ça marche parfois ça marche pas. Alors, il y a des nains qui sont vraiment réussis. Moi, je trouve que Simplet est mignon comme tout. Simplet, il est... Mais alors, il y en a d'autres, oh là là, ouf. En revoyant le film une deuxième fois, j'ai essayé de faire attention à ce qui me gênait parce qu'effectivement, je me rappelle avoir vu la bande-annonce avec la première fois qu'on a vu les nains, je me suis dit: «Mais quelle horreur! On se croirait dans L'étrange Noël de Scrooge», qui est un film en motion capture qui doit avoir 10 ou 15 ans. Un chef-d'œuvre. Ouais, le film se laisse à peu près regarder, mais visuellement, c'est pas beau. Et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible de faire quelque chose comme ça en 2025». OK, ils ont fait le choix de pas prendre des acteurs de petite taille, ils ont décidé de faire des créatures magiques entièrement en motion capture. D'accord. Le problème, à mon sens, c'est qu'ils ont gardé ce design un peu inspiré de l'animation de 1937, sauf que des designs qui fonctionnent en 2D ne vont pas forcément fonctionner en 3D déjà. Ça, c'est un discours que je tiens à beaucoup d'adaptations en 3D. C'est que tu ne fais pas un design de la même façon pour de la 2D que pour de la 3D. Et en plus de ça, on a un rendu photoréaliste. Sauf que le cerveau, il aime bien comprendre ce qu'il voit. Et sauf que là, tu lui présentes des personnages qui ont quand même une texture humaine, des yeux humains, globalement qui ressemblent à des humains, mais qui ont des proportions qui n'ont rien à voir avec des humains. Et même pas avec des humains de petite taille comme on peut en voir en vrai dans la vraie vie, quoi. Donc là, tu te retrouves avec des personnages qui ont une tête aussi grosse que leur corps. Et certains ont un nez immense. Et du coup, c'est dérangeant presque. Et je trouve qu'au final, les nains qui fonctionnent le mieux, ça va être Simplet, ça va être Prof, qui ont des proportions au niveau du visage qui sont plus proches de ce que tu peux trouver dans la réalité que des nains comme Hatchoum, qui a un nez immense, évidemment, par rapport à son nom, mais du coup, c'est très bizarre de le voir à côté d'une actrice réelle qui est Blanche-Neige, enfin, qui est Rachel Zegler, qui joue Blanche-Neige. Et du coup, je trouve que c'est là que la balance fonctionne pas forcément. Ça va fonctionner sur certains des nains qui ont des proportions un peu plus équilibrées et d'autres pas du tout. Alors après, c'est des nains qu'on voit un petit peu moins, donc c'est pas très grave, je pense. Mais c'est là que je pense qu'il y a un petit décalage. Après, voilà, c'est juste mon là, ressenti. Pour apporter de l'eau à ton moulin, et comme toi, tu travailles dans ce domaine-là d'une certaine manière, donc tu sais mieux que nous, quand tu dis que la 2D ne fait pas de la bonne 3D, la preuve dans le film, c'est les nains dans le générique de fin, qui sont en 2D, et qui sont vraiment sympas. Hein. Bah oui, et effectivement, la version 3D dans le film, oh, aïe. Ça se regarde, hein, je crache pas du tout là-dessus, et puis les gars qui ont fait ça, ils ont du talent, c'est sûr, mais je suis d'accord avec toi, le cerveau va pas s'adapter tout de suite en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces gars qui ont un tiers de leur corps, c'est leur tête, les 2 tiers qui restent, c'est leur corps. T'en as même certains, c'est limite moitié-moitié. Hein. C'est particulier, en fait. Et bon, après, ça, c'est la conséquence d'un pataquès, encore. C'était Blanche-Neige et les 7 nains. On a eu des débats stériles. Alors, les gens pourront dire que c'est la faute de Peter Dinklage qui a dit c'est inadmissible pour Disney de faire ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein,
Disney aurait dû taper du poing sur la table pour dire, bah écoute, ça te plaît pas, c'est pas grave, c'est ton problème. grave, Mais il y a peut-être d'autres gens dans l'industrie du cinéma qui voudront jouer ces rôles-là et ils seront pas pour toi, peu importe. C'est intéressant parce que récemment, d'ailleurs depuis que le film est sorti depuis la semaine dernière, tu as des acteurs de la communauté des gens de petite taille qui ont parlé et pour eux, ça les fait chier que Disney ait écouté Peter Dinklage parce que ça a enlevé quand même pas mal de travail à des personnes qui déjà de base n'ont pas beaucoup de rôles qui leur sont offerts. Quoi. Non, puis là, ça aurait pu être fait intelligemment en les faisant réellement jouer les personnages. Parce que là, si on prend l'exemple de Blanche-Neige et le chasseur dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment le film de référence, visiblement, les nains de ce film-là, c'est des acteurs atteints de nanisme, mais leur visage, c'est des comédiens pas atteints de nanisme qui sont surimprimés. Donc dans Blanche-Neige et le chasseur, on a Bob Hoskins qui joue un nain, donc c'est le corps d'un vrai acteur, et la tête de Bob Hoskins qui est dessus. Là, de moi, ce que j'avais compris, c'est que Disney employait du personnel pour jouer les rôles sans avoir derrière du maquillage à outrance ou des effets numériques à outrance. Là, un des comédiens, je pense que c'est la voix de Grincheux, c'est l'acteur qui apparaît dans Pirates des Caraïbes. Donc ce gars-là, sans maquillage, sans effet numérique, il aurait été ravi, j'imagine, de jouer devant la caméra et de pas juste être assis derrière un micro pendant 2 jours à faire ses lignes de dialogue. Ça, c'est quand même bizarre de pas d'avoir tergiversé, d'avoir voulu faire plaisir. Et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de rôle à acheter. Enfin, les personnes, il y a beaucoup de rôles qui sont pas très fréquents au cinéma. Et là, c'est dommage d'avoir mis de la bouillie numérique parce que pour certains des nains, je suis d'accord avec toi. Après, juste 2 secondes, parce qu'il y a eu un peu de messages dans le chat. Déjà, David dit non, que ce n'est pas de la faute de Dinklage, parce que quand il a parlé, Disney a répondu en disant que ce serait des créatures magiques. Plus tard, le même jour, The Voice révélait que Disney lançait le casting vocal. Donc, a priori, c'était déjà prévu que ça soit de la CGI avant qu'il parle. Ouais, enfin, je trouve ça un peu étrange qu'ils aient lancé pile ce jour-là. Ça tombait bien, bref. Ouais. Et il a également dit, David, que les aboutissants à fond derrière. David avait également dit que la VF, ils se sont plantés, que c'est pas tic-tac, tic-tac, c'est pic-pac, pic-pac. Fred Knox qui dit que la scène de la forêt, il est d'accord avec nous, hein, qu'aurait pu être tellement épique, elle était bonne, mais avec le recul, ça aurait pu être mieux. C'est pas faux 35 qui dit que les musiques du film sont très bonnes. Je résume en grand, hein, parce qu'il y a eu quelques messages. Et un des plus grands problèmes du film, c'est son rythme. Voilà. Mais après, moi, le personnage que j'ai pas forcément aimé aussi, c'est le prince voleur. J'ai même plus son prénom. Tellement que... Jonathan. Jonathan. Ça... J'ai pas plus que ça, quoi. Mais là, c'est pareil. Un truc qu'on n'a pas dit, parce que sinon je suis globalement d'accord avec vous sur le film. Pour Jonathan, est-ce qu'on tombe pas encore dans la conséquence de débats stériles qui disent on peut pas laisser la pauvre princesse au bras d'un brave homme courageux qui va la sauver, donc on va faire un pauvre type qui est Robin des Bois mais version pauvre, et on sait pas vrai, on sait pas ce qu'il fait là, on sait pas ce qu'il veut, bon, il est là. Je pense que malheureusement, et je crois qu'on a eu 2-3 photos de tournage qui sont tombées là dans la semaine où on voyait qu'il y avait un rôle un peu plus conséquent pour à la fois pour ce personnage et surtout pour sa bande de compagnons qui vit dans la forêt. J'ai l'impression que ça a été beaucoup coupé au montage, re-shooté. C'est surtout lui qui est mis en avant plus que ses compagnons, mais c'est vrai que lui, alors on sent la volonté de faire autre chose qu'un prince, et c'est plutôt chouette aussi de proposer autre chose. Mais je trouve qu'il souffre malheureusement de la comparaison, notamment avec Eugène, Flynn Rider dans Réponse. On sent qu'il y a une grosse inspiration de ce côté-là, sans forcément réussir à trop s'en affranchir. Pour autant, je trouve que le personnage reste assez sympathique et il fonctionne plutôt bien en duo avec le personnage de Blanche-Neige. Par contre, moi, ce qui à chaque fois me faisait mourir de rire, c'est la façon dont il était habillé, ou avec sa capuche. On aurait dit qu'il était prêt à aller à la salle de sport, presque. Ouais, c'est un sweat à capuche, ouais. Globalement, je trouve que les costumes en fait du film sont pas forcément toujours très heureux en fait. Et puis dans la bande de Robin des Bois là, c'est quand même un peu honteux, c'est que le nain est joué par un nain. Oui. Je plaisante. C'est une blague. Là.
Et David, du coup, qui dit que toutes ces interventions sur les nains CGI datent d'avant le début du tournage. Ça date de janvier 2022 et le tournage a démarré en mars. Très bien. Et ça reste dommage malgré tout, là, pour je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tiquer sur ces personnages-là en particulier. Ouais. Après, par exemple, un personnage, on en a parlé tout à l'heure, qui évolue bien, je trouve, c'est le chasseur. Là, lui, son rôle, il est tissé comme il faut, et on sait d'où il vient, on sait où il va, on sait où il finit. Là, j'ai trouvé ça sympathique. Là, on a bien progressé dans l'idée que en 37, on n'avait pas le temps, ou pas l'argent, ou pas les moyens de creuser un personnage, et là, ils l'ont creusé correctement. J'ai trouvé ça plutôt bien, ouais. Bien aimé avec Simplet aussi, moi, c'est assez touchant, la petite histoire. Ouais, la relation entre Ouais. Simplet et Blanche-Neige est vraiment mignonne. Où au début, elle lui apprend à siffler, puis à la fin, il se met à parler. Non, je trouvais ça. C'est un plus dans l'histoire qui. Mais ça, par exemple, la manière dont ça amène après la chanson Siffler en travaillant, ça, c'est pareil, je trouve ça très intelligent. Ouais. Il parle Pareil. pas, et donc, il va communiquer différemment, puis ça crée une espèce de, je sais pas, une espèce d'ambiance dans la maison, et hop, tout le monde se met à siffler, et c'est parti, on fait le ménage, hop. Bon, par contre, les animaux de la forêt sont un peu plus feignants en 2025 qu'en 37, apparemment. Oui, Parce que la ça- série, là, je sais pas, il y a certainement eu un lobby d'oiseaux bleus qui ont dit c'est inadmissible qu'on nous fasse faire les toiles d'araignée. C'est parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était pas normal que les animaux. L'exploitation Ah des oui, animaux. bien sûr, exploitation des animaux, les écureuils qui font les shoppings de bière, c'est bon, bref. Mais non, c'est les musiques, ouais, on le redit, mais c'est vraiment même en VF, hein, je les ai écoutées très peu en VO depuis, parce que je trouve que la VF, elle est vraiment très, Les très deux bonne. sont très très bien. Ouais. Et alors les nouvelles chansons, moi, je les aime bien. La chanson de Blanche-Neige qui revient plusieurs fois dans le film, là, le titre, c'est Il suffirait d'un souhait. Ouais. Je me trompe pas. Ouais. C'est beau ça, enfin, je sais pas, c'est une belle chanson, moi je trouve. Même celle Les Problèmes de Princesse, elle est drôle, c'est pas la plus marquante, mais Elle a un charme un petit peu des années, justement des comédies musicales à l'ancienne, un petit peu, un petit rythme qui rappelle ces moments-là. Je voulais juste revenir un petit peu sur la I Want Song, donc Il suffirait d'un souhait, Waiting on a Wish. Je trouve que c'est intéressant parce que ça change un petit peu la perspective du personnage de Blanche-Neige par rapport à sa version de 1937, puisque en 1937, elle chantait à son puits que le puits lui répond, en fait, qui répond à ses souhaits, qu'il l'écoute et qu'elle entend l'écho qui lui répond. Elle souhaite pour que son prince vienne la délivrer. Alors que dans la version de 2025, elle est plutôt en train de chanter que la personne qui pourrait la délivrer, qui pourrait la faire avancer, c'est elle-même, mais qu'elle n'arrive pas à trouver ce courage pour l'instant de faire ce pas, de prendre cette place de leader que son père lui avait dit qu'elle prendrait à un moment. Et elle s'interroge, elle fait: «Mais elle est où cette petite fille ?» Et moi, j'envoie ce vœu à l'écho, mais l'écho ne me répond pas. Et lors de la reprise à la fin du film, l'écho, enfin, elle chante que l'écho lui répond enfin et que cette personne qu'elle attendait, c'était elle-même. Et qu'elle va pouvoir reprendre un peu sa place en tant que leader et reprendre sa place de reine du royaume. Et c'est ça, cet arc qui change un petit peu. Là où dans le film de 1937, elle attend que ce soit un prince quelconque qui vienne la délivrer parce qu'elle estime que d'elle-même, elle ne peut pas échapper à sa condition. Et là, elle sait que c'est elle qui doit le faire, que c'est elle-même qui doit faire quelque chose pour elle, pour son peuple avant tout même d'ailleurs. C'est surtout son peuple qui va la motiver. Mais c'est juste qu'elle n'arrive pas à trouver le courage encore. Et c'est pas forcément le prince, enfin le voleur qui va venir la pousser à ça pour autant, quoi. Mais c'est l'association qu'elle va avoir aussi avec lui qui va lui donner ce courage-là et lui faire voir qu'elle n'est pas toute seule. Et il y a aussi, je voulais revenir juste sur la chanson donc Siffler en travaillant, ce qui est assez chouette. J'ai vu là aussi les gens s'insurger. Oui, la Blanche-Neige de 1937, elle faisait le ménage pour prouver sa gratitude au nain qui l'hébergeait, qui l'a protégée un petit peu. Et là, dans la version de 2025, elle les fait trimer, mais elle lève pas le petit doigt. C'est vraiment une ingrate. Là, bon. mais je trouve que cette scène, elle est intéressante parce que c'est pas du tout le propos. C'est pas que elle les fait trimer ou quoi que ce soit et qu'elle en rame pas une. C'est qu'elle se retrouve face à un groupe qui est complètement désuni, qui n'arrête pas de s'attraper le nez et de se bagarrer.
Et en fait, elle va leur apprendre à travailler ensemble et à être unis et leur montrer que ça sert à rien de se chamailler et que c'est mieux au contraire de s'écouter et de travailler ensemble pour accomplir des belles choses. Et c'est là qu'on montre le côté leader de cette Blanche-Neige qui est amenée à être reine et à mener son royaume par cette force qu'elle a de rassembler les gens, de les encourager, de les guider sur le bon chemin quelque part. Donc cette nouvelle version, on garde la chanson d'origine, mais je trouve qu'il y a une nouvelle mise en scène qui apporte une autre dimension au personnage de Blanche-Neige. Et c'est dommage que les gens passent à côté de ça. En sachant que la chamaillerie a déjà commencé à la mine. Parce que là, les mecs, ils bossent pas beaucoup, mais par contre, c'est bagarre générale dans la mine. De toute façon, on le sent que t'as Grincheux qui arrête pas de se plaindre que personne ne l'écoute, alors que les autres le prennent juste pour un gros ronchon, mais en fait, lui se sent aussi incompris et du coup, il y a ce côté où ils ne s'écoutent pas les uns les autres. Simplet qui ne parle pas, non pas parce qu'il a jamais appris comme dans le film de 37, mais parce qu'il a peur de parler, parce qu'il a peur des moqueries, il a peur de pas être écouté et compagnie. Donc on sent que même si c'est un groupe qui travaille et qui vit ensemble et qui doit forcément s'aimer parce que ça reste quand même une petite famille, on sent que c'est un groupe un peu dysfonctionnel et qui se prend beaucoup la tête pour plein de bêtises et Blanche-Neige est là pour les apprendre juste à s'écouter les uns les autres, quoi. Ouais, on a Fred Knox qui dit la balade entre Blanche-Neige et Jonathan était sympa, mais j'ai oublié la chanson. Ah voilà, je ne sais pas. Comme ça. En anglais, c'est A Hand Meets a Hand. En français, je vois une main se tendre ou quelque chose comme ça. J'allais dire un truc dans le genre. Je sais plus le nom exact. Mais bon, en tout cas, on est d'accord tous les trois que le film est globalement réussi. Le monde en couleur, dit David. Non, rien à voir avec le titre original. Non. Mais oui, donc du coup, on est globalement d'accord que le film est bien. Il ne mérite pas les avis qu'on peut voir sur Internet des gens qui n'ont pas vu le film, qui n'iront jamais le voir. Et qu'on vous invite du coup à aller le voir pour vous faire votre propre avis. Et vous passerez, je pense, un très bon moment au cinéma. Voilà. Bon, amen. Toujours se faire son propre avis. C'est ça. Sauf pour le live action de Stitch où ça, n'allez pas le voir. Ah, je reste curieuse. Moi, je préfère aller les voir avant, tu vois. Ah, mais on va m'offrir ma place et puis j'irai le voir, mais sinon c'est tout. Voilà, mais Rachel Ziegler est une très bonne princesse, elle chante magnifiquement bien. Donc, encouragez-la aussi dans ce rôle-là, parce qu'au final, c'est vraiment elle qui porte le film. Ouais. Et puis c'est elle qui et cette Blanche-Neige-là est tout aussi bonne et douce et gentille que sa version de 1937. C'est juste qu'on va lui donner aussi d'autres aspects, parce que on raconte une histoire un petit peu différente, mais qui, dans son essence, reste la même. Donc ça reste un beau conte de fées à aller voir. Absolument. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? En vrai, j'ai plein de choses à rajouter, mais on pourrait partir oui, pour je sais 2 heures. bien, mais on pourrait en rajouter encore pendant... Et si tu as vraiment quelque chose de non, bon, pas de choses en particulier. Et ben, on va faire un dernier point sur où on peut nous retrouver. Donc, on peut nous retrouver sur Thread, sur YouTube, avec la rediffusion du live. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le film avant et qui nous regardent en rediffusion, n'hésitez pas à mettre en commentaire les avis vos avis sur le film. Sur Twitch, bien évidemment, parce qu'on est en direct tous les mercredis, tous les 2 semaines, et également tous les jeudis. Donc moi, on se retrouve demain soir pour continuer Les Gardiens de la Galaxie. Spotify et Deezer pour les playlists, Ocha pour les rediffusions audio des lives, donc vous aurez la rediffusion en podcast dès demain matin. Letterboxd pour les listes concoctées par David. Disney Central Plaza, le forum de chronique Disney, comme ça vous pouvez également parler du film et puis de tous ceux qui vont arriver, de tout l'univers Disney, et bien évidemment le Navire Amiral avec chroniquedisney.fr où vous avez nos fiches. Et également, donc, comme j'ai mis dans le chat au début de l'émission, la fiche sur le livre de Karl. Tu m'autorises un petit moment téléachat? Bien sûr, vas-y, j'allais te le proposer. Hop, je vous montre la bête. Voilà, donc ça ressemble à ça.
Donc, pour ceux qui sont intéressés par la conception du film en 37, il y a ce merveilleux ouvrage qui a 10 ans maintenant, un peu plus, 11 ans même. Donc voilà, j'avais raconté à l'époque la création du classique de 37. Et donc pour les gens qui aiment l'histoire de l'animation et l'histoire de Disney en général, qui n'hésitent pas à se plonger dans 300 pages de récits sur la création de Blanche-Neige et les 7 Nains, depuis la projection de 1917 à laquelle Disney assiste à 15 ans, jusqu'à tous les hommages qui ont pu être faits dans les décennies suivantes. Alors, je ne parle pas du classique de 2025, puisqu'en 2014, malheureusement, ma boule de cristal était cassée. Mais bon, ça donnera peut-être l'occasion d'une mise à jour. Une réédition. Absolument, on verra. Moi, en tout cas, j'ai craqué. J'ai envoyé un message à Carl en préparant l'émission. Comme ça, j'aurai le mien, je le lirai, puis je vous ferai un retour. Et puis, ça marche. Moi, je l'ai lu il y a quelques années, mais c'était un très très bon livre. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'il était bien. Donc, incroyable. Bon, ouf, tant mieux, c'est bien, merci. Bon, en tout cas, moi, il me restera plus qu'à vous remercier d'avoir été avec moi ce soir pour cette émission où j'avais plus l'habitude, parce que ça fait plus d'1 an et demi que j'avais pas été en direct pour le Chronique Disney le live, donc je pense qu'on a fait une bonne émission. En tout cas, c'était sympa de l'animer. Merci à toi. Merci à vous deux, merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Et puis moi, je vais me reposer, puis on va se retrouver dès demain soir pour la suite des Gardiens de la Galaxie, où ça change du jeu Indiana Jones. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et Romain vous retrouve dans 2 semaines. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous.